Shalom Ouvracha, je vais profiter de la dernière vidéo dans laquelle il était expliqué que l'une des raisons d'interdire de lire certains documents à Shabbat est l'interdiction d'en arriver à écrire, prendre des notes ou corriger le texte, pour vous introduire à l'un des sujets qui créera certainement le plus grand scandale sur ma chaîne. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de tabou ici. L'une des 39 activités interdites à Shabbat est le fait d'écrire. C'est connu dans le monde entier, même parmi les non-juifs, que les juifs n'écrivent pas à Shabbat. Et tous les rabbanim qui abordent le sujet sont clairs et nets. C'est une interdiction absolue, peu importe la circonstance, peu importe ce qui est écrit, et peu importe dans quelle langue la chose est écrite. Il n'existerait aucun compromis, aucune indulgence. Nous allons aller plus en profondeur, en commençant comme d'habitude par le point de départ, de l'origine jusqu'au Aharonim. Le point de départ consiste à comprendre que toutes les 39 mélachot de Shabbat sont liées aux travaux et activités qui étaient nécessaires au fonctionnement du Mishkan et à la Avoda qui s'y déroulait. En outre, chaque mélacha possède un seuil minimal à partir duquel elle est considérée être transgressée. Ainsi, avant d'analyser une mélacha, il faut toujours se demander comment était-elle appliquée dans le Mishkan et quels en sont les paramètres. On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de ne pas écrire et de ne pas effacer à Shabbat. L'interdiction d'écrire à Shabbat de la Torah, l'interdiction est seulement de ne pas écrire 2 lettres. Puisque le minimum pour avoir un sens du mot, il faut 2 lettres. Par exemple, le nom Dan, il est constitué de Daled et Nun. Ou Ken, Lo, oui ou non, il y a au moins 2 lettres. L'interdiction, c'est non seulement d'écrire avec de l'encre, mais aussi ne pas écrire avec autre chose, par exemple, tremper le doigt dans une boisson et écrire sur la table un mot, ou sur la fenêtre, quand il y a la buée, signer son nom, ou dessiner quelque chose. Il est aussi interdit par l'interdiction d'écrire à Shabbat. Est-ce que j'ai le droit d'écrire pendant Shabbat Kodesh? Allez, 1 lettre, 2 lettres. Voyons ensemble ce qu'on nous dit tout de suite à l'Alacha. Si une personne, le Halev le Alechem, a écrit 2 lettres, où est-ce qu'on voyait 2 lettres dans le Mishkan, où est-ce qu'on voyait des interdits? Tout simplement, je vous le dis à toute vitesse, c'est que quand on compilait le Mishkan, quand on composait plus exactement le Mishkan, on avait l'habitude de remettre chaque planche à sa place, car le mur était fait de planches. Et pour savoir exactement quelle planche correspondait à quelle planche, alors on marquait Aleph sur l'une à côté de Bet, Gimel à côté de Dalet, et à côté de Vav. Donc on marquait pendant Shabbat Kodesh pour repérer, pour la future reconstruction, quand on déplaçait le Mishkan, où est-ce qu'on devait remettre chaque chose à sa place pour ne pas se tromper de mesure et d'emplacement. Voilà, ça c'est dans la Torah. D'accord. On sait que Shabbat, il est interdit d'écrire, mais il est interdit également d'effacer. L'interdiction de la Torah, c'est lorsqu'on écrit 2 lettres. Akotev, Sheteotiot. Si on n'écrit qu'une seule lettre, c'est Asur Midei Rabbanan. Comme toujours, Hatsi Shi'ur, Asur Minatora. Lorsque la Torah, par exemple, nous interdit de manger du chazir, quelqu'un qui a mangé kazaït de chazir, eh bien il va recevoir 39 coups. Mais s'il a mangé moins de kazaït, alors il a commis un issour de la Torah, mais il ne va pas recevoir de sanction. C'est une règle générale que lorsqu'on prend un demi-shi'ur du issour, c'est assour tout de même. Hatsi shi'ur assour minatora. Vous l'avez donc compris, s'il est interdit le jour du Shabbat d'écrire, d'après les rabbanim d'aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque du Mishkan, qui devait être monté et démonté à plusieurs reprises en fonction des pérégrinations des Béné Israël dans le désert, puisque vous savez qu'à chaque fois il devait aller d'un campement à l'autre, ne savait pas combien de jours il resterait à une station et pouvait partir à tout moment, pour que le Mishkan ne soit pas remonté n'importe comment et pour faire en sorte que cela se fasse rapidement,
les différentes planches étaient numérotées avec des lettres hébraïques pour savoir quelle planche devait être installée en premier, en deuxième, en troisième, etc., etc. En d'autres mots, le véritable inventeur d'IKEA, les meubles à monter et à démonter facilement, avec un schéma très simple, c'était Hachem If'aleh. Puisqu'il n'y avait à chaque fois qu'une seule lettre sur chaque planche, ce n'est que si l'on écrivait au moins 2 lettres que la mélacha d'écrire était transgressée min ha-Torah, car ce n'est qu'à partir de 2 lettres qu'un mot devient possible. La définition de l'écriture comme mélacha est intrigante. La plupart des 39 mélachot de Shabbat concernent la modification permanente et physique d'un objet. L'écriture, en revanche, est un moyen de communication et le message transmis par écrit aurait pu l'être par d'autres moyens tels que la parole ou les gestes. Ce statut ambigu a suscité des débats intéressants dans le Talmud et la littérature halachique. Une Mishnah qui apparaît dans la Maserhet Shabbat au Daf 103a stipule que l'écriture interdite se limite à 2 lettres. Et la Gemara sur cette Mishnah débat de la question de savoir si ces 2 lettres doivent constituer un mot à part entière ou si, même si elles ne représentent qu'une partie du mot, l'écriture est interdite. De la discussion talmudique émergent 3 opinions et aucun consensus ne se dégage quant à l'opinion à suivre. Selon Rabbi Yossé Zer Tzaddik Livracha, même les marques ou signes sont considérés comme des lettres. Rabbi Yehuda statue que les 2 lettres doivent former un mot complet. Quant à Rabbi Shimon, il exigeait un résultat durable. Rabbeinu Hananel Zer Tzaddik Livracha explique que selon Rabbi Shimon Zer Tzaddik Livracha, l'écriture interdite est celle d'un produit fini, exactement comme pour les autres mélachot. Par exemple, d'après lui, on ne serait pas coupable de tisser 2 fils, mais seulement de tisser un vêtement entier. De même, pour Rabbi Shimon, l'écriture n'est interdite ou punissable min ha-Torah que si l'on a écrit un mot entier, qui est ainsi considéré comme un produit fini. Cette interprétation sous-entend qu'on ne serait pas coupable d'écrire 2 lettres si elles font partie d'un mot plus long. Et de la même manière, si on n'écrivait qu'une seule lettre, mais qui constituait un mot à part entière, on serait hayav. Ce dont pratiquement aucun rabbin ne parle est que dans le Mishkan, les lettres n'étaient pas véritablement écrites, mais elles étaient plutôt gravées ou taillées dans le bois, laissant ainsi une marque indélébile ne pouvant être effacée qu'en grattant le bois. En outre, il est essentiel de garder à l'esprit que l'écriture dans l'Antiquité, et ce encore jusqu'au Moyen-Âge, s'inscrivait dans un contexte différent de celui de la société moderne. Aujourd'hui, nous écrivons pour tout et n'importe quoi et d'une manière stylée, ce qui fait que nous associons l'écriture à la créativité. Par exemple, pour rédiger des poèmes, des chants, etc., ou même pour rédiger un discours. Mais autrefois, l'écriture était réservée aux documents juridiques et aux usages techniques, comme les listes d'invités, les reconnaissances de dettes, les ventes et les achats, etc., etc. Les textes sacrés étaient transmis oralement par cœur, et seuls quelques auteurs produisaient des œuvres originales. À l'époque de la Mishnah, la forme d'écriture la plus importante était celle du sofer, qui produisait les parchemins de la Torah, des téphilines et des mezuzot. De ce fait, Chazal ont défini l'écriture comme une mélacha afin de limiter les activités commerciales le Shabbat. Ceci est manifeste dans la Mishnah que nous avions mentionnée dans la vidéo précédente, où il est expliqué qu'on ne doit pas lire les Shetare Eviotov à Shabbat, qui sont définis par Rashi Zer Tzaddik Livracha comme des documents commerciaux ou liés à la profession de la personne, avec la crainte que la personne, en lisant ces documents sur lesquels sont indiquées les dettes qu'il doit ou l'argent qu'on lui doit, ce qu'il a vendu ou ce qu'il a acheté, ou en lisant sa liste d'invités, n'en arrive à rectifier ce qui est écrit. D'où également l'interdiction de lire la liste de ses invités pour les repas de Shabbat,
car si l'un des invités n'était pas présent, on serait tenté de l'écrire ou de corriger sa liste. L'écriture et le fait d'effacer sont ainsi clairement associés à un commerce, une activité professionnelle ou un gain personnel. Mais n'est pas clairement une interdiction à part entière comme les autres mélachos. Nous le voyons également très clairement dans Gittin au DAF 8b et Bavakama au DAF 80b concernant l'achat d'une maison en Eretz Israël auprès d'un non-juif. Rav Sheshef Zer Sadik Livracha affirme que l'acte d'achat est si important qu'il est permis de signer les documents même le Shabbat. Si l'écriture était véritablement une mélacha au même titre que les autres mélachos, jamais il n'aurait été permis de la transgresser dans le but d'acquérir une maison en Eretz Israël auprès d'un non-juif. C'est que, dans le fond, la mélacha d'écrire serait d'origine rabbinique et un dérivé de la mélacha de graver ou tailler. Min HaTorah, cela signifie qu'il est fort probable que la véritable interdiction soit de graver ou tailler des lettres ou symboles, ce qui est véritablement une activité professionnelle et aux effets permanents comme les autres mélachos, et que midérabanan, cela fut étendu à l'écriture simple. Ce n'est qu'en admettant qu'écrire est une interdiction rabbinique plutôt que biblique que l'on peut alors comprendre pourquoi la signature d'un acte d'acquisition d'une maison en Eretz Israël auprès d'un non-juif fut autorisée. Car on est toujours plus indulgent avec ce qui est midérabanan par rapport à ce qui est min HaTorah. Plus tard, les éditeurs anonymes du Talmud, connus sous le nom de Savoraim, ont remis en question la décision de Rav Sheshef et l'ont modifiée, enjoignant aux Juifs à demander à un non-juif de rédiger et signer le document le Shabbat. Leur argument repose sur une déclaration de Rava Zer Sadik Livracha, qu'il cite ainsi. De même que Rava a dit à propos d'une autre question qu'il est permis de demander à un non-juif de le faire pour soi, cela s'applique ici. Cet argument présente deux problèmes. Premièrement, l'autre question à laquelle ils font référence n'est mentionnée nulle part dans le Talmud. Et deuxièmement, une signature est nécessaire sur un acte d'achat et on ne peut désigner un délégué pour la signer à sa place. Cela n'a aucun sens et met en lumière que la décision de Rav Sheshef était tellement dérangeante pour les éditeurs du Talmud qu'ils ont fini par la modifier, la rendant, du coup, illogique et insensée. Cependant, la halakha fut acceptée sous cette forme modifiée et l'autorisation fut accordée uniquement pour qu'un non-juif rédige et signe l'acte pour l'acheteur juif. Mais l'histoire de cette halakha étrange ne s'arrête pas là. C'est là que les choses prennent une tournure tout aussi intéressante et inattendue. Elle est rapportée par Rabbi Yosef Karo Zer Sadik Livracha dans son Shulchan Aruch, la partie Or HaHaim, le siman 306, le seif numéro 11, que vous avez en rouge à l'écran, où Rabbi Yosef Karo déclare qu'il est permis d'acheter une maison en Eretz Israël à un non-juif le jour du Shabbat, de sceller le document, c'est-à-dire de le signer, et de se présenter devant les tribunaux non-juifs pour que l'acte d'acquisition soit enregistré. Le Rama, le Rav Moshe Isarles Zer Sadik Livracha, ajoute quelque chose sur laquelle la plupart des rabbanim d'aujourd'hui n'oseront même pas se pencher, préférant faire semblant qu'une telle possibilité n'existe pas. Les propos du Rama, qui apparaissent en vert à votre écran, sont que le document ne doit pas être rédigé en hébreu, car la mélacha d'écrire à Shabbat ne se transgresse min HaTorah qu'en écrivant en hébreu, alors qu'écrire dans d'autres langues que l'hébreu n'est interdit que midérabanan. Et comme vous le voyez à l'écran, il est indiqué que le Rama s'est appuyé sur le Or Zarua pour affirmer une telle chose. Mais avant de nous pencher sur les propos du Or Zarua, il faut essayer de comprendre ce que cela change d'écrire en hébreu ou dans une écriture autre que l'hébreu. C'est très simple à comprendre. Les lettres hébraïques, en plus d'être des lettres, sont des symboles et signes à part entière. C'est pour cela qu'une lettre en hébreu est appelée Of, un signe. Par exemple, la lettre Aleph, en plus d'être une lettre, sert à indiquer le chiffre 1, et à l'origine, c'est un symbole servant à représenter un bœuf. La lettre Beth, en plus d'être une lettre, sert à indiquer le chiffre 2,
et à l'origine, c'est un symbole servant à représenter une maison, etc., etc. Voilà pourquoi écrire en hébreu est problématique min ha-Torah, car rien qu'avec une lettre, on peut indiquer énormément de choses et représenter une infinitude de sens. Une lettre hébraïque peut donc être traitée comme un dessin à part entière, exactement comme les hiéroglyphes ou encore les écritures chinoises ou japonaises. D'où deux des opinions que nous avions vues dans la Mishnah, selon quoi même une lettre, dès lors que ça peut former un mot à part entière, est interdite, ou encore que les symboles, les marques sont également interdits, comme donc des écritures. C'est parce que les lettres hébraïques peuvent être des symboles ou des marques à part entière, à part le fait donc d'être des lettres. Et une seule lettre hébraïque peut déjà former un mot à part entière lorsqu'on se réfère à son symbole. Et d'ailleurs, à l'origine, l'hébreu s'écrivait littéralement comme des dessins, ainsi que vous l'avez à l'écran. Et je consacrerai une vidéo entière Be'ezras Hashem Isbarach pour parler de cette forme d'écriture qui était encore utilisée à l'époque talmudique, alors qu'aujourd'hui, seuls les Samaritains l'utilisent encore. Quand vous comprenez cela, vous pouvez comprendre le problème à écrire en hébreu à Shabbat, problème qui n'existe pas avec les caractères latins. D'où la différence faite par le Rama, selon qui écrire en hébreu à Shabbat est un interdit biblique, alors qu'écrire en lettres latines n'est qu'un interdit rabbinique. Par conséquent, si un acte de vente doit être rédigé à Shabbat pour attester qu'un juif a bel et bien acheté sa maison auprès d'un non-juif en Eretz Israël, il sera préférable que le document soit rédigé en lettres latines, ce qui constitue un interdit moins grave que de le faire rédiger en hébreu. Je vous ai assez choqué pour aujourd'hui. La suite, demain, Be'ezras Hashem Isbarach. Kol Tov, Hazak, Uvarur.